Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du mardi soir, ça vous parle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. L'idée est simple, une table, des invités, des chroniqueurs et 26 minutes pour parler ensemble des sujets du quotidien, des sujets qui vous préoccupent ou vous intéressent. On parlera parfois d'actualité, parfois de sujets sérieux, mais aussi de sujets plus légers parce qu'on aime tous bien rire. En résumé, on vous propose un nouveau rendez-vous d'infos et un moment de détente, les deux en un. Ça vous parle? C'est parti! Serait-ce le début d'un retour à la vie normale? Fin de la septaine dans les tout prochains jours, fin du pass sanitaire dans les transports intérieurs et chez le coiffeur depuis hier déjà. Le gouvernement promet d'autres allègements sans pour autant donner de calendrier précis. Le port du masque en intérieur va-t-il bientôt disparaître? Quel avenir pour le pass sanitaire? On en parle ce soir avec notre invité Brunel Gass, médecin généraliste. En cours d'émission, Chloé Yentao nous dévoilera 3 infos insolites sur le Covid, parce que ça fait du bien d'en rire aussi. Et en toute fin d'émission, on changera de sujet, place à la chronique numérique. On parlera phishing, c'est la pêche à vos données personnelles. Va-t-on bientôt retrouver une vie sans masque et sans passe sanitaire? Ou faut-il rester prudent et ne pas crier victoire trop vite? Pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Brunel Gass, médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur avec 42 de vos confrères d'une lettre ouverte demandant l'allègement des mesures et protocoles anti-Covid. Ça, c'était début du mois de février. À mes côtés aussi, Chloé Yentao, journaliste à Calédonia. Bonsoir Chloé. Bonsoir Blandine. Tu nous transmettras les questions et les remarques de nos internautes. Brunel Gass, est-ce que vos confrères et vous êtes satisfaits des récents allègements annoncés? Pour l'instant, oui, effectivement. C'est quelque chose qui était attendu et qui arrive à point nommé. Alors en France, depuis hier, le masque n'est plus obligatoire dans certains lieux clos soumis au pass vaccinal. Est-ce que la Calédonie pourrait se permettre aujourd'hui des allègements similaires? Je pense que ça doit être envisagé effectivement sérieusement. On est quand même sur une diminution des cas. C'est ce qu'on voit, nous, dans nos cabinets au quotidien. On a un hôpital qui est passablement saturé néanmoins sur le plan de la réanimation. Pas exclusivement avec du patient Covid, loin de là, mais on a quand même des problèmes d'effectifs, de personnel et une épidémie de leptospirose qui est en parallèle. Ce qui fait que les questions se posent là pour l'instant sur les mesures qui pourraient tout à fait être mises en place vis-à-vis de l'Omicron, mais qui sont surtout... La question principale est vraiment celle du nombre de places en réanimation, en réalité. D'accord. En tout cas, vous, dans votre cabinet, aujourd'hui, c'est encore le Covid qui domine? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Le Covid est toujours présent, mais il a quand même largement diminué. Là, sur la matinée de lundi, par exemple, j'avais un quart de mes patients qui présentaient une maladie Covid avec des symptômes très variables, hein, soit légers, soit un peu plus importants, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, on était à environ 2/3 de nos consultations pour des Covid. Ok. Donc on garde un œil sur l'hôpital avant d'enlever le masque en intérieur. Pour l'école, dans votre lettre ouverte il y a quelques semaines, vous disiez que le masque à l'école primaire n'était pas forcément nécessaire. Alors il est encore obligatoire en province nord, par exemple. Vous pensez que ça, on peut se permettre de modifier Ça paraît très raisonnable de pouvoir l'enlever pour diverses raisons. La première, c'est que s'il s'agit uniquement de penser aux enfants, ce qui normalement doit être notre priorité en tant que soignant et au vu de la Convention internationale des droits de l'enfant, les enfants sont très peu impactés par cette pathologie. Ils vont avoir, je pense qu'on l'a tous vu un peu dans notre entourage, ils peuvent avoir de la fièvre qui va durer 1 jour, 2 jours ou 3 jours, ou tout simplement une rhinopharyngite comme on en a l'habitude. Mais la majorité des enfants, l'immense majorité des enfants ne va pas du tout à l'hôpital. C'est vraiment une extrême minorité qui touche des enfants très très fragiles. Donc pour ce qui est de la protection des enfants, le masque en tout cas n'est pas utile. La question réellement du masque, c'est faut-il mettre des masques aux enfants pour protéger leur famille? En tout cas, avec l'épidémie Delta qu'il y a eu, nous nous étions rendus compte, au travers d'un certain nombre d'études, que ce n'étaient pas les enfants qui allaient contaminer leur famille, mais plutôt le contraire. Donc les enfants ne sont pas forcément un vecteur de transmission. Omicron est peut-être différent, car il est plus transmissible, mais il est aussi moins virulent. Donc le bon sens, en tout cas, voudrait que nos enfants puissent retirer leur masque pour aller à l'école. Au moins pour le primaire et probablement pour le secondaire. On sait que les enfants de moins de 11 ans sont très très peu transmetteurs. Plus de 11 ans, ils peuvent l'être. Maintenant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les masques sont encore obligatoires dans tous les collèges, lycées. Dans les collèges et lycées, effectivement. Okay. Maintenant, on sait aussi que les enfants se retrouvent quand même après l'école. Donc, est-ce qu'on a vraiment une pertinence avec cette mesure,
puisque les contacts vont se faire en dehors de la classe. Et d'ailleurs, dans les cours de récré, le masque, il n'est pas porté. Il n'est pas porté, et on sait bien que pour des enfants, c'est difficile de respecter la distanciation. On est des êtres sociaux, et les enfants particulièrement. Et vous, à la maison, qu'en dites-vous ? Chaque semaine, vous pourrez poser vos questions ou nous adresser vos commentaires via notre page Facebook. Et ce soir, c'est Chloé qui s'est chargée de les récolter. Oui, alors on a surtout des réactions par rapport au masque à l'école, justement. Alors on a Agneta qui nous dit « Enlevez tout, punaise, surtout le masque pour nos enfants, ils souffrent avec cette chaleur ». Et puis Rémi qui dit que les enfants ne soient plus obligés de porter les masques en classe. Cela n'a plus aucun sens. Ils ne les mettent que pour entrer en classe ou dans les magasins. En dehors de cela, ils ne les portent plus, comme la plupart des gens d'ailleurs. Ça n'a plus qu'un effet néfaste pour leur apprentissage, alors que ce sont eux qui sont le moins en danger par rapport à ce virus. On a également reçu cette suggestion de Lola. Enlever le pass dans les endroits en plein air tels que le parc des Grandes Fougères, la Rivière Bleue, les boucles de Tina, etc. Parce que ça, c'est franchement les mesures les plus débiles de toutes. Ok, message reçu. Oui. Brunel Gass, est-ce qu'on pourrait imaginer la fin du pass sanitaire partout, pas seulement dans les lieux extérieurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous protège aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je pense que ça diminue légèrement, effectivement, la transmission d'Omicron, mais en Nouvelle-Calédonie, on vit vraiment par groupe, par famille, par communauté, et les retrouvailles sont nombreuses. Je pense que les transmissions se font dans tous les cas dans le milieu familial, la proximité des cercles amicaux. Donc finalement, le pass sanitaire qui va être mis en place dans les cinémas, enfin, on l'a tous vu, on l'a tous expérimenté, hein, les gens vont présenter le pass à l'intérieur du cinéma et puis dans les salles vont le retirer. Je pense qu'il n'y a plus vraiment d'adhésion aujourd'hui de la part des Calédoniens parce qu'il n'y a plus de crainte du danger de l'Omicron. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'Omicron est très, très, très peu délétère. Donc c'est vraiment un gros rhume ou c'est plutôt une grosse grippe ? Parce que c'est différent. On a des deux. On a des deux. Ouais, on a vraiment des gens qui vont être alités pendant 5 jours, qui vont être épuisés. Il y a des personnes qui vont ressentir de la fatigue pendant une quinzaine de jours. Et puis un certain nombre de personnes qui vont être totalement asymptomatiques ou avoir on appelle ça un petit Covid flash, hein, ça va durer 1 heure, pas plus. Mais la question n'est pas de savoir si on va attraper finalement ce rhume ou cette rhinopharyngite ou cette grippe. De toute façon, on va tous l'attraper et la majorité des gens sont presque contents de l'avoir attrapé, comme ça c'est réglé. La question est surtout de savoir, va-t-on avoir beaucoup de cas graves en même temps ? Alors on va partir en voyage parce que ça fait longtemps. Certains pays du nord de l'Europe ont levé très rapidement presque toutes leurs restrictions sanitaires. D'autres, comme la Nouvelle-Zélande, sont beaucoup plus réticents. On fait le point avec Stéphanie Marlier. Après 2 ans de restrictions sanitaires pour freiner l'épidémie de Covid-19, de nombreux pays européens ont commencé à tourner la page. Le Danemark est le premier à franchir le pas en levant toutes les restrictions liées au Covid-19 le 1er février dernier. Masques, pass sanitaires et jauges imposées aux bars et aux restaurants ne sont donc plus d'actualité. Le pays scandinave a décidé également d'arrêter la vaccination à partir du printemps prochain, car la couverture vaccinale est déjà bien élevée, soit 81,5% des Danois ont reçu 2 doses et 61,4% 3 doses. L'Angleterre et l'Islande emboîtent le pas en levant eux aussi toutes les restrictions sanitaires. Alors que pour l'Angleterre, la seule restriction légale restante étant l'isolement pour les personnes contaminées, pour le ministre de la Santé islandais, la seule manière de sortir de l'épidémie étant de laisser circuler le virus pour atteindre une immunité collective. Cet assouplissement n'est cependant pas la stratégie adoptée par tous les pays, c'est en particulier le cas de la Nouvelle-Zélande qui conserve un grand nombre de restrictions. Un plan en 5 étapes a été présenté au tout début du mois de février pour ouvrir progressivement les frontières du pays. Elles seront totalement rouvertes au reste du monde d'ici au mois d'octobre 2022, un rythme que l'opposition juge trop lent. D'un pays à l'autre, c'est donc à chacun son rythme. Alors, docteur, vous seriez plutôt dans l'équipe Europe du Nord ou dans l'équipe Nouvelle-Zélande, s'il fallait choisir ? Question difficile. Hein. Disons que nous n'avons pas la population de l'Europe du Nord et ni la population de la Nouvelle-Zélande. Et nous n'avons pas les structures sanitaires ni d'un pays ni de l'autre. La santé publique, c'est vraiment adapter les mesures à la population et à ses structures de santé. Ok. Dans votre lettre, alors je reviens au mois de février, dans cette lettre, vos confrères et vous demandiez à ce que les arrêts de travail soient donnés par les médecins en fonction de l'intensité de la maladie et non en fonction des protocoles. Donc ça veut dire pas d'arrêt systématique en cas de Covid. C'est quelque chose qui se pratique justement dans d'autres pays ou pas ?
Donc les arrêts de travail pas systématiques. mettre des arrêts systématiques en cas de Covid et continuer à travailler. Oui, bien sûr. Donc chaque pays met en place les protocoles qu'il souhaite. Les protocoles de l'ADA sont des préconisations que nous appliquons ou non en fonction de la réalité de la situation. Hein. On a des patients, on a un certain nombre de patients qui vont être arrêtés bien sûr moins de 7 jours. Ce qui a été difficile au début, c'était surtout cette discordance entre les recommandations de l'ADA, qui est quand même notre autorité de santé, et notre ressenti en tant que médecin généraliste sur les mesures à prendre. Donc il y a des gens qui voulaient travailler, mais finalement... Voilà, des gens qui voulaient travailler et que nous, médecins généralistes, pensions être aptes à travailler et peu transmetteurs. Nous, ce que nous souhaitions vraiment, c'était pouvoir adapter les arrêts de travail quand je dis l'intensité des symptômes, c'est l'état général, donc la fièvre, la fatigue, mais aussi la quantité de toux, de mouchage. On a eu beaucoup de personnes qui ont eu vraiment de la fièvre et des courbatures, et pas forcément de toux, de rhinite. Donc ce sont des personnes qui, en toute logique, ayant peu d'excrétion virale, on peut le transmettre autour d'eux. D'accord. Quand on a moins de symptômes, on est moins contagieux, a priori. Oui, c'est toujours un petit peu la même chose dans toutes les pathologies. La tuberculose, pour en parler, quelqu'un qui tousse pas va être beaucoup moins transmetteur que quelqu'un qui va envoyer ces petites bactéries via des sécrétions virales. Alors, on a parlé des masques, du pass sanitaire, des arrêts de travail. On va se projeter à un peu plus long terme maintenant. Dans 4 mois, tous les malades de la deuxième vague de cette rentrée scolaire auront perdu leur immunité naturelle. Vous me dites si je me trompe. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle vague, surtout si les protocoles Covid sont allégés à ce moment-là ? En fait, on a beaucoup d'inconnus, malgré tout, une fois de plus, avec Omicron et vis-à-vis de Delta aussi. On ne sait pas si l'immunité va... Lapsus, l'humanité, excusez-moi, mais il doit y avoir quelque chose derrière. On va rester sur l'immunité pour l'instant. On ne sait pas si l'immunité va perdurer, effectivement, 2 mois, 4 mois, 6 mois, tout dépend des personnes. Vous avez vu que les enfants, par exemple, sont peu impactés par ces maladies parce qu'ils ont un système immunitaire qui va réagir de façon différente par rapport à celui des adultes. Et on a la même chose pour les adultes. Une personne de 75 ans n'a pas le système immunitaire, n'a pas le même que quelqu'un de 30 ans. Donc, on aura peut-être à nouveau des cas d'Omicron. Mais s'il s'agit de la même pathologie qu'on a actuellement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, en tout cas sur le plan du système de santé. Oui, parce que je dis 4 mois, parce que c'est la durée du pass sanitaire une fois qu'on a été infecté. Ah, oui. Voilà. Mais c'est aussi une moyenne, en fait. La durée, effectivement, pour l'instant, à peu près estimée d'une possible réinfection. Ok, donc c'est difficile d'imaginer finalement où on en sera dans 4 mois, dans 6 mois. C'est difficile. Pour l'instant, ce qui nous paraît important, c'est que les personnes très fragiles et un schéma vaccinal complet qui va les protéger et de Delta, même si Delta est en train de disparaître complètement de la Nouvelle-Calédonie, et qui protège aussi quand même des formes graves d'Omicron. Maintenant, allons-nous avoir un nouveau virus d'ici quelques mois ? Pour l'instant, c'est encore le flou. Là, ce qui est vraiment important dans l'immédiat, c'est de savoir comment s'occuper de sa santé au quotidien. Alors avant de parler d'un nouveau potentiel variant, on a vu dans le point sanitaire de mercredi dernier, le gouvernement évoquait qu'il y avait encore quand même Delta, le variant Delta sur le territoire. C'est quelque chose dont il faut se méfier C'est vraiment une fraction infime. Pour l'instant, ce qu'on appelle les criblages, donc les séquençages pour savoir si le variant qu'on a est un Omicron ou un Delta, sont faits essentiellement en milieu hospitalier. Donc il y a un biais de sélection. Les personnes qui sont hospitalisées sont des personnes qui sont dans des états graves. Il y en a plus de chances de trouver effectivement du Delta que dans la population générale. Mais jusqu'à il y a peu, quand les séquençages étaient encore faits en population générale, Omicron était majoritaire entre 95 et 100%. Alors si on joue à se faire peur entre guillemets, voilà, la présence d'un nouveau variant n'est pas exclue, sachant que la septaine va être prochainement levée, que l'obligation vaccinale aussi a été levée jeudi dernier. Est-ce que ça nous rend vulnérables tout ça finalement ? Alors ça nous rend vulnérables. C'est un coup du hasard, un coup du sort, on verra bien, c'est ça. Vivre sous cloche, de toute façon, ça va devenir compliqué. On va avoir de toute façon, si ce n'est pas le Covid-19, il va y avoir d'autres variants, d'autres souches virales qui vont continuer à circuler sur les années qui viennent. Certains épidémiologistes pensent que nous sommes dans le siècle des pandémies, notamment par notre proximité de plus en plus importante avec les animaux, avec les forêts, la déforestation, notre mode de vie extrêmement citadin. Donc nous allons être de toute façon impactés par un certain nombre de viroses. C'est pour ça que la véritable question qui se pose, ce n'est pas celle réellement du virus, mais c'est celle du terrain
Du terrain, on parle du corps et du système immunitaire. Donc la Dans santé quel état en de général, santé là. sommes-nous aujourd'hui pour pouvoir combattre certaines nouvelles maladies qui vont émerger? Et on sait qu'en Calédonie, on a vu justement avec l'épidémie qu'on n'était pas forcément en très bonne forme, avec beaucoup de, comment on dit, de comorbidités, Oui. c'est ça? C'est plusieurs maladies sur la même personne, on peut le décrire comme ça? Oui, en Nouvelle-Calédonie, on a un problème principal qui est celui de l'obésité. On a 2/3 des adultes qui sont en surpoids ou en obésité. Les services hospitaliers de Covid grave et en réanimation étaient vraiment pleins de patients avec des IMC supérieurs à 30 ou à 40. Donc un indice de masse l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est très simple à calculer. On prend le poids et on le divise 2 fois par la taille en mètres. Et si ce chiffre est au-delà de 30, il s'agit d'un état d'obésité. Et l'obésité, en fait, est une maladie puisqu'elle fragilise le corps par rapport à de nombreuses maladies et elle permet aussi de faire le lit d'autres maladies, dont le diabète, l'apnée du sommeil, l'hypertension, les cancers, toutes ces pathologies. Alors justement, vous me tendez la perche. Cette année, la rédaction de Calédonia a décidé de se mobiliser sur ce sujet. Tout au long de l'année, nous porterons un projet baptisé La santé dans l'assiette. Dans notre JT, nos magazines, nos émissions, nous consacrerons régulièrement des reportages au bien manger, à l'éducation alimentaire, mais aussi aux produits de chez nous avec des recettes à faire à la maison pour se faire plaisir sainement, à suivre donc. Alors, on va continuer à parler de ce sacré Covid, mais de manière un peu plus légère avec la chronique de Chloé. Et oui, Blandine. Alors, Chloé, tu as trouvé pour nous 3 actus insolites sur le Covid. Voilà, je vous ai préparé une petite revue de presse d'infos insolites et on commence par celle-là. La Thaïlande qui a demandé récemment aux couples de porter un masque pendant leur nuit de Saint-Valentin. Charmant. Donc, les autorités sanitaires ont invité les Thaïlandais à se faire tester contre le Covid juste avant cette soirée de Saint-Valentin. Mais ils ont aussi, voilà qui est insolite, demandé à ce qu'ils gardent leur masque même pendant les relations sexuelles. Alors tu me diras, pour certains, c'est pas plus mal qu'on voit pas leur tronche. C'est peut-être même une chance supplémentaire de pouvoir pécho ce jour-là. En tout cas, les autorités sanitaires ont également recommandé d'éviter les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds. Voilà, je trouve que c'est même plutôt intrusif comme mesure. Je me demande bien comment se sont passés les contrôles. Et puis c'est assez contradictoire quand on sait qu'on n'est pas tenu de garder le masque quand on fait du sport. On peut facilement faire le parallèle. C'est une forme de sport, physique, Voilà, en tout cas, bravo la Thaïlande, 20 sur 20 pour le romantisme. Alors une autre info qui pourrait affecter la vie sexuelle de certains, écoutez bien, c'est une info très sérieuse. Rétrécissement du pénis et problèmes d'érection soudains peuvent être des symptômes du Covid-19. Alors le sujet peut prêter à sourire, mais il est tout à fait sérieux, indique la dépêche. Selon plusieurs études récentes, le Covid pourrait provoquer des dysfonctionnements érectiles. Alors apparemment, ce phénomène serait lié à l'infection par le Covid, donc des tissus qui permettraient justement de gorger la verge de sang pour provoquer l'érection. Donc ça perturberait un petit peu les flux sanguins, ce qui provoquerait justement des dysfonctionnements érectiles et parfois même un rétrécissement. On retrouve d'ailleurs dans cet article-là le témoignage d'un jeune trentenaire qui a vu son pénis rétrécir de 4 cm, c'est pas rien, après avoir contracté le Covid. Alors c'est le genre de symptômes qui dissuadent d'attraper le Covid, je pense. Pour certains, on peut dire que c'est un argument de taille pour inciter à la vaccination et au respect strict des gestes barrières. Quoique certains ont trouvé la solution pour ne pas se faire contaminer. Ça s'est passé à Houston, Texas, aux États-Unis. Pour ne pas être infecté par le Covid, elle met son ado de 13 ans dans le coffre. La bonne idée. Ça, c'est un geste barrière radical. Là, c'est radical. Ouais, moi, je pense que le Covid, c'était plutôt un prétexte. Ça sent plutôt la crise de nerfs au volant avec un ado en pleine rébellion. Hop, dans le coffre, c'est pratique. Alors oui, vous l'avez compris, c'est pas du tout la maman de l'année. Et puis, c'est surtout qu'on devient fou avec ce Covid. Ça crée des comportements vraiment très étranges. Et il faut surtout apprendre à relativiser. Et je pense que l'allègement de certaines mesures pourrait justement y participer. Ça va nous faire respirer. Ouais. Merci Chloé pour ces infos insolites. Tu vas laisser ta place à Éric Olivier qui va nous rejoindre dans quelques instants. Une réaction, Brunel Gast, sur les infos insolites de Chloé? Je crois que ce qu'on voit très clairement, c'est qu'effectivement, on aura beau faire toutes les études du monde, le bon sens est quand même important. Ouais, on va pas le lâcher. Mettre un masque pendant les relations sexuelles avec la personne avec laquelle on partage son quotidien, non. Ok, c'est Je noté. n'adhère pas en l'occurrence. On est d'accord. On va passer à un tout autre sujet avant de clore cette émission, c'est la chronique numérique.
Éric Olivier, coordinateur de l'Observatoire numérique, vient de nous rejoindre. Chaque mois, tu viendras nous informer sur ce qui se passe sur la toile, nous conseiller sur les bonnes pratiques pour éviter certaines mésaventures. Et ce soir, pour ta première chronique numérique, tu vas nous parler de la pêche aux informations personnelles, le phishing. Oui, le phishing, c'est une des techniques utilisées pour faciliter le recueillement de vos données personnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance, comme sa banque par exemple. Et dans quel but ? Toujours financier. Soit on va vous inciter à réaliser un non-achat, puisque c'est une fraude, ne l'oublions pas. Soit on va utiliser les mêmes données bancaires pour réaliser d'autres achats. Soit on va revendre en masse ces données. Et comment ça se passe du coup concrètement ? Comment ça marche ? Alors généralement, vous allez recevoir un courrier non désiré, un spam, mais que ce soit par mail, SMS ou par application. On va vous inviter à cliquer sur un lien, généralement, et sur lequel, une fois arrivé sur le site, on va vous demander vos données personnelles, pas forcément en première intention le numéro de carte bancaire. On va attendre un petit peu, mais à un moment donné, on risque de vous demander de payer des frais quelconques. Et du coup, ces tentatives d'extorsion fonctionnent parce qu'on sait quand même qu'on ne va pas mettre le numéro de carte bancaire partout. Alors, malheureusement, ça fonctionne parce que c'est une technique qui met en confiance l'usager. On va penser connaître l'expéditeur, on a un sujet souvent très attrayant, un héritage, une loterie parfois, Ouais, c'est et puis tentant. surtout, on arrive sur un site qui semble être tout à fait officiel et qui va remettre en confiance, par exemple, en copiant le site de la banque. Avec le logo, avec tout ce qui ressemble. Maintenant, les fraudeurs sont très très forts et très habiles pour ça. Ok. Et en Calédonie, on est concerné aussi. Malheureusement, oui. Alors, pour un ordre d'idée, ce type d'arnaque est compris dans ce qu'on appelle les spams. Il faut savoir qu'on les estime à 40 millions de mails qui sont arrêtés par les fournisseurs d'accès à Internet en Nouvelle-Calédonie sur un volume de 80 millions. Donc, c'est la moitié des mails qui sont finalement des mails malveillants, et qui donc comportent des arnaques de ce type-là ou d'autres. Donc 40 millions de spams par mois. Par mois sont arrêtés par les fournisseurs d'accès. On a 5 fournisseurs d'accès Internet en Nouvelle-Calédonie, d'où l'importance de signaler quand on est confronté à ces situations. Alors, comment on fait pour repérer le piège, justement, pour ne pas tomber dans le panneau ? Alors, avec du bon sens, je crois qu'on en manque un petit peu parfois. 4 vraies questions à se poser. Est-ce que je connais vraiment l'expéditeur ou l'adresse mail de l'expéditeur ? Est-ce que, finalement, ce message m'est destiné et me semble pertinent ? Est-ce que l'orthographe ou la tournure de phrase sont correctes ? Parce que souvent, ça peut être inadapté. Et enfin, est-ce que les liens proposés ne sont pas des points bizarres, avec vraiment des adresses mail à rallonge, là où, en principe, le site de ma banque va être mabanque.nc.fr.com. Et comment on fait pour repérer ces liens Alors, on peut, sur un ordinateur fixe, passer la souris sur le lien. Ça va nous l'afficher en bas à gauche. Par contre, sur un téléphone portable, par exemple, on ne pourra pas réaliser cette manipulation. Donc, dès qu'on a un doute, méfiance. Justement, si on a un doute ou si on a cliqué, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, avant tout, on n'ouvre pas les pièces jointes, même si on a ouvert le message en lui-même. On ne clique pas sur le lien. On va pouvoir signaler sur la plateforme spam-signal.fr, signal-spam.fr, pardon. Vous aurez à ce moment-là, en fait, la possibilité, enfin, de supprimer ce message. Attention, si c'est votre boîte mail professionnelle, signalez-le à votre service informatique, parce qu'il peut y avoir d'autres enjeux liés à votre répertoire, par exemple. Et si c'est trop tard, qu'on est tombé dans le panneau et qu'on a mis nos données, la carte d'identité Premier réflexe, on va faire des copies d'écran du message et de tout ce qu'on a pu, les écrans par lesquels on a pu passer. On va là se signaler sur la plateforme internet-signalement.gouv.fr. On va aller porter plainte auprès des services de gendarmerie, parce que sinon, juridiquement, on ne pourra pas se défendre, surtout. Donc, constituer des preuves autant que faire se peut, et puis, bien sûr, limiter les dégâts. Et n'hésitez pas à informer par téléphone, par exemple, tout votre répertoire qui a pu être aussi, malheureusement, ponctionné pour recevoir ce même type de message. Merci Éric Olivier pour tous ces beaux conseils. Si vous n'avez pas tout noté à la maison, vous pouvez retrouver cette chronique sur le site de l'Observatoire numérique. Merci Brunel Gass de nous avoir accompagnés pour ce premier numéro de Ça vous parle, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce premier numéro. En effet, rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Restez avec nous à 19h55, enquête exclusive consacrée à l'invasion de l'Ukraine. Bonne soirée sur Calédonia.